Où va l'argent à la carte de pêche? Je ne sais pas. J'en ai pas la moindre idée, j'espère que c'est bien utilisé. À partir du moment où une institution ne sert à rien, quand bien même elle coûterait 1 euro, elle coûterait cher. Elle devrait servir à alimenter les infrastructures, leur empoisonnement, et puis pourquoi pas le nettoyage des berges, quoi. Pour moi, la carte de pêche, aujourd'hui, beaucoup de gens s'en plaignent, mais je trouve honnêtement qu'elle n'est pas chère. J'espère juste que ça ne part pas dans des frais de bouche pour des dirigeants de la FNPF ou d'autres fédérations, pour des banquiers et autres séminaires halieutiques. Si c'est pour faire quelque chose, elle n'est pas trop chère. Si c'est pour faire de l'esbrouf, de la cosmétique, de la com, comme on dit, elle sera toujours trop chère. Pour pêcher en France, du plus petit cours d'eau de montagne au grand fleuve de plaine, chacun doit acquitter une carte de pêche réglementaire. La manne, ainsi générée chaque année par le petit million de pêcheurs amateurs français, avoisine les 77 millions d'euros. Alors, à quoi sert cet argent et comment est-il réparti? Il existe plusieurs cartes de pêche personne majeure, carte de pêche personne mineure, carte de pêche hebdomadaire et carte de pêche journalière. Alors, les montants, globalement, on va parler de la carte de pêche majeure, si vous voulez, 70 euros. 70 euros, tout compris. Carte majeure est une personne qui a plus de 18 ans. La carte personne mineure, moins de 18 ans, entre 12 et 18 ans, entre 15 et 20 euros. La carte moins de 12 ans, 5 euros, ça s'appelle découverte. La carte femme, 30 euros. La carte hebdomadaire, pour pêcher une semaine, donc 30 euros également. Et la carte journalière, entre 10 et 12 euros. Sur les 70 euros que paye le pêcheur, il va donner 23,20 euros de cotisation pêche milieu aquatique, CPMA, à la Fédération nationale, pour la gestion de la Fédération nationale. Il va reverser 8,80 euros à l'Agence de l'eau, qui est une redevance, RMA, redevance milieu aquatique. Il va verser une part à la Fédération départementale. Sur le modèle proposé, nous estimons qu'il va verser 23,10 euros à la Fédération départementale en moyenne. Et sur le modèle proposé, il lui reste donc pour gérer son association de pêche 14,90 euros, multiplié par le nombre de pêcheurs adhérents à son association. La Fédération nationale pour la pêche en France et la protection du milieu aquatique, j'insiste, est née par la loi sur l'eau de 2006, votée le 31 décembre 2006, loi qui a institutionnalisé la Fédération nationale dans ses missions à la fois régaliennes, de protection, de mise en valeur des milieux aquatiques et piscicoles, mais également pour tout ce qui a trait au développement du loisir pêche. Cette fédération est financée directement à partir d'une cotisation pêche milieu aquatique payée par chaque pêcheur qui pratique la pêche, chaque pêcheur adhérent, et qui est versée directement à la Fédération nationale. Son montant est de l'ordre de 21 millions d'euros, qui est réparti en péréquation en fonction des différentes activités de la Fédération nationale, à savoir que la Fédération consacre 12 millions d'euros directement à l'emploi dans les fédérations départementales, plus 4,7 millions environ d'aides directes aux fédérations pour la réalisation d'actions au profit des milieux aquatiques, mais également pour le développement du loisir pêche, l'activité de loisir pêche. 500 000 euros sont versés à nos unions régionales pour leur action également, plus 3 millions d'euros pour le fonctionnement de la FNPF, donc 1 million d'euros est consacré à la communication. Puis des actions plus parallèles que sont le financement des associations migrateurs de l'ordre de 500 000 euros. Il y a 15 employés à la Fédération nationale au siège à Paris. Il y a donc un directeur général, il y a des chefs de pôle, alors un chef de pôle pour ce qui est le pôle technique, un chef de pôle communication, un chef de pôle juridique, il y a un chef de pôle développement du loisir pêche et bien sûr un pôle administratif. Chacun, bien sûr, a une activité extrêmement importante. Et il est vrai que 15 salariés à la Fédération nationale, ça peut paraître lourd par rapport à ce qu'était à l'époque l'Union nationale pour la pêche en France, l'ancêtre de la Fédération nationale. Mais on déploie énormément d'activités, sachant qu'il y a quand même 93 fédérations départementales, dont une à l'île de la Réunion. Il y a près de 4000 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc ce personnel est largement justifié et je crois même que s'il y en avait un peu plus, ça ne serait pas de trop. À vouloir tout mettre
tout le monde sous la même toise, sur tout le territoire, en disant c'est partout pareil, c'est partout le même prix, et je veux voir qu'une tête, on aboutit à créer un système dans lequel il y a des régions où ce qu'on peut avoir pour le prix qu'on paye fait que c'est trop cher. Puis d'autres régions qui sont plus riches, où là, ça trouvera... Donc, ça ne plaide pas, si vous voulez, pour une espèce de banalisation, de normalisation des conditions économiques de la pêche. Alors l'agence de l'eau Seine-Normandie est financée à peu près à 80% par des consommateurs d'eau qui, sur chaque mètre cube d'eau qui est donc utilisé dans le domaine domestique, chacun d'entre nous, vont se voir prélever une redevance qui est versée au budget de l'agence de l'eau. Et puis le reste est versé par d'autres opérateurs, des industriels, des agriculteurs et des pêcheurs. Nous avons plusieurs fédérations donc dans le bassin Seine-Normandie. Ici, en Basse-Normandie, nous avons 3 fédérations. Et donc, nous aidons les pêcheurs et les pêcheurs nous aident à conduire ces opérations bénéfiques pour le milieu naturel, donc bénéfiques pour les poissons et donc bénéfiques, in fine, pour les pêcheurs. Et puis le reste va monter à la Fédération nationale de pêche. Et nous les aidons pour faire des opérations qu'ils vont monter, comme des opérations d'amélioration des cours d'eau, d'enlèvement, d'effacement de barrages. Nous aidons aussi au recrutement de salariés qui vont faire des opérations aussi bénéfiques pour le milieu. Bref, toutes les opérations qui contribuent à l'amélioration du bon état seront aidées par l'agence de l'eau. Donc ici, nous sommes sur un site où nous avons enlevé un barrage, qui est un très grand barrage, puisqu'il faisait une dizaine de mètres de haut et à peu près 50-60 mètres de longueur. Donc ce barrage a été enlevé entièrement, nous avons refait tout le lit. C'est une opération qui a coûté 1,5 million d'euros et qui a été financée à 100% par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Pour cette usine-là, il y avait besoin d'électricité. Donc en fait, ils ont mis en place un barrage qui permettait de dériver une partie de l'eau de l'Orne. Et en utilisant la force hydraulique, on pouvait comme ça produire de l'électricité qui servait après à l'usine. Le barrage existait jusqu'en 2012. Mais c'est vrai qu'il était vraiment en état plus que vétuste parce que dès la tempête de 99, il y a eu de gros dégâts qui ont apparu au niveau de l'ouvrage. Donc à partir de là, en plus, il y avait des contraintes, il y avait des obligations réglementaires pour le propriétaire. Donc il y a eu un arrangement qui a été trouvé entre le propriétaire et l'agence de l'eau pour supprimer cet ouvrage-là. Sachant que la production hydroélectrique n'était pas forcément indispensable puisqu'on pouvait se baser sur le réseau existant. Par contre, c'est vrai qu'on a tenu, et c'était à la demande du propriétaire, on a tenu à garder 2 bras. 2 bras parce que c'est une configuration qu'on retrouve également naturellement sur le fleuve de l'Orne et qui permet là aussi de diversifier un petit peu l'habitat. Ça peut paraître encore un petit peu nu, mais il faut savoir que les travaux ne sont pas encore terminés. Il y a encore quelques plantations qui sont prévues au niveau de l'îlot. On est arrivé à une rivière parfaitement fonctionnelle et répondant parfaitement aux objectifs qu'on s'était fixés, mais c'est vrai qu'il reste encore quelques mesures pour améliorer le site. C'est vrai que c'est un financement qui a été assumé 100% par l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais on a vu précédemment, comme vous l'a dit le directeur, que les pêcheurs, au travers, quand ils s'acquittent de leur carte de pêche, participent également au budget de l'agence de l'eau. Donc on peut dire que les pêcheurs ont apporté leur contribution à ce projet-là, certes de manière infime, mais ils montrent qu'ils sont présents et qu'ils sont, on va dire, intéressés pour restaurer cette fameuse qualité des rivières. Bon, bien sûr, on va sûrement avoir des pêcheurs qui vont nous dire oui, vous avez complètement changé le profil de la rivière. Oui, ça va changer les habitudes. Pour certains, là c'était beaucoup de pêcheurs de brochets, de cendres sur l'Orne. Et bien dans un avenir pas si lointain, ce sera des salmonidés, ce sera peut-être des aloses, des choses comme ça. Mais on a tout à y gagner parce qu'on retrouvera les rivières qu'on avait dans le temps. Alors c'est vrai que l'avenir, on va dire, des rivières passe à la fois par la volonté des pêcheurs, parce que c'est vrai que pour un projet, il faut toujours des maîtres d'ouvrage, donc la fédération de pêche peut servir à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est bien beau d'avoir une volonté, mais derrière, il faut avoir des moyens financiers, on en est tous conscients, et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en partenariat très étroit avec l'agence de l'eau, parce que l'agence de l'eau a un budget extrêmement important, on sent qu'il y a une réelle volonté d'investir ce budget, une partie de ce budget, en tout cas dans la restauration des milieux aquatiques, donc eux, ayant l'enveloppe, ils ont besoin de relais, on va dire, locaux pour pouvoir porter les projets.
Et c'est là que qu'on a le rôle important des pêcheurs, qu'ils ont ce rôle-là à avoir auprès de leur milieu, parce qu'on leur demande d'être des sentinelles. C'est tout ce qu'on leur a toujours demandé pour essayer d'avoir une mission de veille, de surveillance, d'essayer de repérer d'éventuelles perturbations. Maintenant, on leur demande davantage, on leur demande de prendre part réellement à la réalisation d'actions qui peuvent permettre de restaurer la qualité des rivières. Un autre type d'aménagement, donc financé en partie par l'Agence des pêcheurs, donc c'est en l'occurrence un observatoire piscicole pour les poissons migrateurs. Donc on se retrouve toujours sur le fleuve de l'Orne. On est un peu plus à l'aval par rapport au site précédent, on est à peu près une trentaine de kilomètres de la mer. Donc cet observatoire piscicole comprend à la fois une passe à poissons, un dispositif de suivi par vidéocomptage, et on a voulu également rajouter un côté pédagogique pour sensibiliser le public. On a mis en place une salle de vision. Donc du point de vue financier, c'est un aménagement qui a coûté aux alentours de 600 000 €. On a pu compter sur le concours financier de l'Agence de l'eau à nouveau, de l'Europe également, du Conseil général et des pêcheurs qui cette fois-ci se sont investis directement au travers de la Fédération nationale de la pêche en France, mais aussi de la Fédération du Calvados. Donc les pêcheurs, c'est grosso modo 10% là du projet. Donc 60 000 €, donc c'est quand même une belle participation de leur part. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait. Les rivières françaises sont quand même, sur le plan de l'hydromorphologie, sont quand même très très dégradées. La France a été très bien équipée, si je peux dire, sur le plan de l'hydroélectricité. Maintenant, il faut arrêter d'installer des installations. Il faut améliorer celles qui existent et enlever celles qui ne servent plus à rien. Si on veut véritablement retrouver de la biodiversité dans nos rivières, retrouver des poissons, retrouver de la vie, il faut que nos rivières soient des rivières qui coulent, qui fonctionnent, qui soient vivantes. Les missions de l'ONEMA, elles sont différentes de ce que faisait le Conseil supérieur de la pêche. Son financement est différent aussi. C'est 100% financement de l'Agence de l'eau. Les structures ont été récupérées de l'existant du Conseil supérieur de la pêche. Par contre, la lettre de mission, elle est différente. Les grandes orientations de l'ONEMA, c'est de travailler à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau par divers moyens, notamment participant à la connaissance recueil de données. Elles sont à l'appui aussi aux politiques de l'eau. C'est-à-dire par sa connaissance et sa capacité d'expertise, l'ONEMA apporte aux acteurs publics de l'eau, donc les sages, les contrats territoriaux milieu aquatique, les élus, quels qu'ils soient, un appui technique aux décisions, à tout ce qui tourne autour de l'eau et des milieux aquatiques. Une des grandes missions aussi, c'est la participation au plan de contrôle du préfet, donc à travers la mission interservice de l'eau et de la nature, donc la MISEN, auquel nous sommes associés à ce plan de contrôle. Et à travers ce plan de contrôle, nous avons des missions sur lesquelles nous sommes pilotes, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires en bordure de l'eau, au sens large, c'était les zones humides, les cours d'eau, etc., dans lesquels il y a des règles à faire respecter. L'ONEMA est pilote aussi sur la protection des grands migrateurs. L'ONEMA est aussi pilote sur le respect, notamment, de ces espèces qui sont pour beaucoup en danger ou voire sensibles, quoi. Lors de la transition du CSP à l'ONEMA, la police de la pêche, dite police hameçon, la police banale de la pêche, je dirais, était prévue d'être assurée par les pêcheurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, le produit de la taxe piscicole, qui était donc reversé au Conseil supérieur de la pêche, a été maintenu en partie, je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est de l'ordre de 70%, a été maintenu dans les caisses des pêcheurs, de façon à ce qu'ils s'organisent à faire leur autosurveillance en matière de la police de la pêche des hameçons. Voilà. L'ONEMA, là-dedans, ne joue plus de rôle, sauf de façon très occasionnelle. À l'occasion d'autres missions, on peut être amené, bien sûr, à exercer un contrôle, soit de la carte de pêche, soit s'il y a des choses qui nous paraissent suspectes. Mais ce n'est pas l'objectif des missions de l'ONEMA que d'aller faire du contrôle de la pêche, même s'il peut arriver que l'on en fasse encore. Par contre, il est important, et du rôle de l'État, de continuer le contrôle sur les espèces sensibles. On a donc chez nous, espèces sensibles, on a en premier lieu l'anguille. Et donc, on a une unité spécialisée migrateur qui passe 100% de son temps au contrôle des pratiques de la pêche des migrateurs. Voilà. Lorsqu'il y a une condamnation pénale, l'argent du pénal va dans les caisses de l'État. Il y a aussi une constitution de partie civile possible, de la part notamment des pêcheurs ou d'autres associations. Et lorsque ces parties civiles sont dédommagées, l'argent de ce dédommagement leur revient. La fédération départementale, alors elle est quand même la base qui défend les milieux aquatiques. Et la base qui défend les milieux aquatiques est celle qui a besoin de collaborateurs. Alors,
Globalement, une fédération départementale a entre 6 et 8 salariés. Et donc là, c'est la grosse base de l'emploi, 800 emplois en France pour vous situer, dans les fédérations départementales. L'objet social d'une fédération de pêche, c'est la protection du milieu aquatique, la défense des rivières et l'offre de pêche à nos adhérents. Une fédération de pêche est financée essentiellement par les cotisations des adhérents. Le budget de la fédération du Loir-et-Cher, c'est environ 650 000 €, qui se décompose pour 45% en paiement des salaires des 6 personnes employées par la fédération. Et pour le reste, ça sert à financer des acquisitions. Le Loir-et-Cher a eu une grosse politique d'acquisition de plans d'eau et de berges de cours d'eau sur les dernières années. Ça sert également à soutenir les associations dans les alevinages, dans les travaux en rivière, et aussi à faire toute la partie animation. On a une grosse partie animation et promotion de la pêche auprès des jeunes dans le département. Les réserves de Loir-et-Cher sont très, très faibles. On a une politique d'investissement foncier importante. Il y a à peu près 4 mois de financement d'avance dans la fédération du Loir-et-Cher. Le poste de président est bénévole. Dans certains départements, le président touche une indemnité parce que c'est légal. La loi permet d'avoir une indemnité de fonction. Dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas d'indemnité de fonction. J'ai pris l'option de le faire bénévolement. Pour avoir des pêcheurs, il faut du poisson, c'est l'essentiel. Il le garde ou il le remet à l'eau, mais il a besoin de la sensation de la prise du poisson. Il faut absolument lui apporter du poisson. Pour qu'il y ait le plus de poissons dans les rivières, il faut déjà connaître les rivières, il faut faire des études sur les rivières, il faut améliorer la qualité des rivières, donc la qualité de l'eau. On influe quand on peut sur la qualité de l'eau, mais ça ne dépend pas que de nous, la qualité de l'eau, ça dépend de tout un tas de paramètres. Mais on peut améliorer les sites de reproduction de poissons, essentiellement les frayères, et recréer des annexes hydrauliques. Dans le département, on estime qu'1 € pêcheur, c'est 5 € pour le milieu. On va à la recherche d'autres partenaires. Le principal partenaire est l'agence de l'eau, mais la région et les collectivités nous aident parfois aussi sur des dossiers, ce qui permet de monter des dossiers importants avec peu d'argent venant directement des pêcheurs. Nous avons dans le département 6 emplois, il y a l'équivalent à peu près de 3 postes qui sont financés par les aides de la Fédération nationale. Sur les 3 postes, il y a une somme forfaitaire de 10 000 € qui est allouée au poste de secrétariat. Il y a 2 postes de 42 000 € qui sont attribués aux agents de développement. C'est-à-dire, chez nous, c'est essentiellement de l'animation. Pour un poste complet, on a un animateur à temps plein qui travaille dans le département et qui fait passer à la pêche, je dirais, à peu près 4 000 personnes par an. Un deuxième agent qui fait de l'animation avec lui sur la partie estivale où on a besoin de beaucoup plus de personnes et qui fait en plus de l'animation et des visites de terrain pour voir l'état des milieux. Et il y a le poste d'ingénieur qui est en partie financé sur le budget de la Fédération nationale, qui est financé à hauteur de 30 000 €. Donc là, je vais partir sur la Loire pour essayer de voir une frayère à brocher en fonction des conditions du moment, faire des relevés de température et voir si on retrouve quelques brochets dans la frayère. Donc là, en fait, on se trouve sur une frayère à brocher de Loire qui a été réaménagée en 2009. Alors c'est un projet qui a été financé en grande partie par l'État puisqu'on se situe sur le domaine public fluvial et que l'État a été maître d'ouvrage pour cette opération de réaménagement du site. Par contre, la Fédération de pêche participe techniquement, donc c'est du temps homme-jour, sur ce site pour suivre son évolution et si besoin réaménager avec quelques menus travaux. C'est un petit projet, pas forcément très ambitieux. On a une petite surface qui a été réaménagée. On est à moins de 2000 m². Le coût, c'était à peu près 10 000 € de réaménagement, consistait à plusieurs phases de travaux. C'est un petit site, mais qui fonctionne très bien et qui permet à de nombreux poissons de venir se reproduire et de réagrandir le stock de brochets de Loire.
Là, j'essaye de voir un petit peu toute la faune aquatique qu'on peut trouver qui va servir de nourriture aux jeunes brochets qui, normalement, peuvent être toujours dans le site, avec un doute quand même, puisque la Loire a monté il n'y a pas longtemps et que les brochetons, normalement, ont dû retourner à la rivière. Mais on voit qu'il y a suffisamment de nourriture, ce qui va permettre aux petits brochets de se nourrir et de grossir relativement vite. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que dès que la Loire va monter, pour des débits de 350 mètres cubes, on va réactiver la frayère. Donc dès février, on peut avoir des brochets, des couples qui vont venir se reproduire sur le site. Le but du jeu, c'est dans une frayère comme ça naturelle, on peut avoir 2 brochetons, donc des petits brochets, pour 10 mètres carrés de frayère qui vont être produits et qui vont donc retourner au milieu naturel. Ce travail qui est fait, j'allais dire, un petit peu dans l'ombre du pêcheur, va permettre quand même un important retour du stock de brochets de Loire. Et ça, le pêcheur en est conscient, puisque depuis une dizaine d'années d'efforts de restauration de frayères, maintenant, on retrouve du beau brochet en Loire et les pêcheurs sont vraiment satisfaits. Donc là, on a directement la Loire et puis le chenal d'accès qui va emmener les brochets pour se reproduire et inversement. Ce qui fait que les petits brochets, une fois qu'ils auront suffisamment grandi, vont emprunter ce chenal, donc créé de toutes pièces par la main de l'homme, mais qui va leur redonner la liberté vers le fleuve Loire et après pouvoir grandir et peut-être plus tard revenir se reproduire sur ces sites qui ont été réaménagés sur l'ensemble de l'axe Loire pour permettre de retrouver un beau stock de brochets de Loire. Alors aujourd'hui, on n'est vraiment plus dans une notion de repeuplement. On s'est rendu compte que le brochet, lorsqu'il était remis à l'eau, lorsqu'il avait une taille adulte, il ne survivait pas. Donc il n'y avait pas de retour panier du tout. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, il y a vraiment eu une prise de conscience et on préfère aménager le milieu pour ne pas mettre aux brochets sauvages de se reproduire, produire des petits brochets sauvages qui seront beaucoup plus résistants et qui vont effectivement pouvoir avoir une durée de vie plus importante pour toujours la satisfaction du pêcheur. Les clubs réciprocitaires, pour l'instant en France, globalement, le territoire est couvert par 3 clubs réciprocitaires. Un, le plus ancien, le CHI, l'EGO et l'URN pour la région de l'Est. Ces 3 clubs réciprocitaires, c'est une idée. C'est l'idée de vous simplifier la pêche, tout simplement. C'est l'idée de dire que quand on est une fédération avec une carte départementale, on peut aller pêcher chez son voisin. Voilà pourquoi les clubs réciprocitaires ont émis un produit qui s'appelle carte interfédérale. Ça permet avant tout d'aller pêcher chez son voisin. Et si son voisin est éloigné et qu'il est membre du club, on a le droit d'y aller quand même. L'esprit, c'est ça. Il y a un effet en apparence qui est positif, qui est de dire « Ah, c'est formidable, je prends le timbre du Nord ou le timbre du Sud et je peux aller pêcher partout. » Ça, c'est l'effet premier degré. Ah ouais, c'est bien. Puis, derrière, il y a quoi? Il y a les gens qui, sur le terrain, s'échinent toute l'année à faire vivre une rivière, à la nettoyer, à enlever les cochonneries que les gens jettent dedans, à rétablir les frayères. Tout ça, c'est un vrai travail de bénévole. Ces gens-là, si on leur dit « Tu vas travailler la moitié de l'année à nettoyer ta rivière, et puis quand la pêche va être ouverte, n'importe quel mec va venir, va pêcher dedans, va remettre ses bouteilles, ses papiers sales, ses trucs, et il saura qu'il peut s'en aller parce qu'il va pêcher ailleurs et qu'il n'est pas chez lui », je vous demande si c'est une mesure si intelligente que ça. Et là, j'ai envie de dire, la pêche doit être très liée à la responsabilité individuelle du pêcheur. Je suis parisien, je pêche à Paris depuis plus de 10 ans. Je suis membre de l'UPP et fier de l'être. Une APPMA qui se bouge, même si je ne suis pas totalement d'accord sur le réempoisonnement en brochet. Je ne trouve pas ça foncièrement pertinent. Mais voilà, c'est une APPMA qui est motivée, qui montre un visage dynamique et qui milite auprès des jeunes Parisiens pour leur montrer la biodiversité de la pêche, la biodiversité de la Seine, parce que la Seine, c'est pas qu'une poubelle à ciel ouvert. Et voilà, je pense qu'il en faudrait plus des APPMA comme eux qui bougent dans le bon sens. Voilà. Je paye, je suis heureux de payer pour aller à la pêche parce que c'est normal de payer pour aller à la pêche parce que voilà, c'est un loisir comme tout, c'est une licence sportive en quelque sorte. Mais voilà, où va l'argent de la carte de pêche? Ça, c'est une question que je ne sais pas en tant que pêcheur lambda. C'est... Voilà, je ne demande pas des comptes, mais juste voilà, où va l'argent à la carte de pêche? Je ne sais pas.
Donc peut-être que l'argent de nos cartes de pêche part dans la communication de la Fédération nationale de pêche. Moi j'ai été abasourdi quand je suis tombé sur le clip de la FNPF. Il n'y avait rien à dire techniquement, c'est très beau, c'est que des clichés, c'est le moucheur, un beau clin d'œil de au milieu coule la rivière. On a oublié les carpistes, on a mis des street fishers pour faire jeune. Mais nous pêcheurs, on est très contents, on parle de nous, mais je ne pense pas que la ménagère de moins de 50 ans, voyant une pub où on voit des jeunes branchés au bord de l'eau, un couple au bord de l'eau, une famille sur un ponton avec un gardon, voilà, que ça les fasse rêver et qu'ils aillent à la pêche à cause de cette publicité. Voilà. Il y a une vraie érosion du nombre de pêcheurs, la population française augmente. On a de plus en plus de temps à consacrer à nos loisirs. Il y a une vraie recrudescence du retour vers la nature. Et s'il y a bien une pratique avec laquelle on est en contact avec la nature, c'est bien la pêche. Mais voilà, le vrai problème, c'est que il y a de moins en moins de pêcheurs. Pourquoi il y a de moins en moins de pêcheurs? Parce qu'il y a de moins en moins de poissons à prendre, tout bêtement. Et il y a de plus en plus de personnes qui font du gangsta fishing, comme on dit, ou qui braconnent, parce que payer 89 € ou un peu moins quand on ne prend pas l'ego dans une carte de pêche et qu'on ne fait pas de poissons. Et même si on le remet à l'eau, c'est quand même la quête du poisson, la quête de la capture. Et quand on ne fait pas de poisson, on se dit voilà, où va notre argent, où va nos sous, et on voudrait que nos sous ils repartent à l'eau. Donc voilà, jetez notre argent, mais à l'eau, s'il vous plaît. Est-ce que on peut dire, voilà, vous payez 100 €, vous allez aller à la pêche et vous allez prendre du poisson? Ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, en revanche, c'est comment on dépense l'argent que les pêcheurs vous donnent pour faire en sorte que la pêche soit quelque chose qui puisse se pratiquer. Et puis, il ne faut pas être démago. Il ne faut pas dire aux pêcheurs, du moment que vous avez payé vos 100 francs, vous allez à la pêche, vous allez prendre du poisson. C'est la démarche des responsables. Elle est d'une démagogie hallucinante. La pêche, c'est une école de la vie. C'est une école de la nature. Il faut apprendre à lire les rivières, il faut apprendre à respirer avec les rivières, il faut apprendre à se mettre dans le milieu. C'est ça, la démocratisation de la pêche. Donc c'est de la pédagogie, c'est de la restauration des milieux, du travail sur les milieux, c'est la parole aux gens qui s'intéressent à la nature, vraiment. Je suis consterné de voir que, y compris les responsables politiques, continuent à écouter, à donner leur quitus à des gens qui se fichent, pas tous, mais qui sont souvent en majorité, qui se fichent complètement de ces problématiques de la nature. Parce que la pêche démocratique, c'est donner à nos enfants la culture, l'intelligence, le goût de la nature, de la compréhension des choses. La pêche, c'est pas la foire du trône. La pêche, c'est apprendre les rivières. Mais si le livre est cassé, je vois pas pourquoi on va apprendre dedans. À la Messine, depuis de nombreuses années, on a une politique de plan d'eau privé. Pour pallier aux éventuelles pollutions de la Moselle, mes prédécesseurs ont acheté des étangs. Nous avons continué cette politique. Donc la Messine dispose de 4 étangs privés, mais en même temps, on est parti à la conquête des plans d'eau de la centrale EDF de Lamax, de la ville de Metz. Donc en gros, la centrale EDF de Lamax met à peu près 150 hectares à notre disposition à titre gracieux. Et la ville de Metz, pour une centaine d'euros, met 2 plans d'eau à notre disposition, les lacs Ariane et Symphonie. Les montages financiers, il n'y a pas 150 façons de les résoudre. C'est dans le cadre d'une assemblée générale de poser la question à nos pêcheurs. Est-ce que vous êtes prêts à payer à l'époque quelques francs en plus pour disposer de 10, 15 ou 20 hectares de plans d'eau supplémentaires? Donc les pêcheurs l'ont très bien compris et ont accepté à l'époque de payer un peu plus cher. Ce qui faisait que nos cartes étaient tarifs un peu plus élevés que nos concurrents du secteur. Alors déjà, le pêcheur doit prendre une carte de pêche fédérale de Moselle, puisque la Convention prévoit que c'est accessible aux seuls pêcheurs de Moselle. Ensuite, il y a la carte spécifique accès à l'année pour pêcher le carnassier ou la pêche au poisson blanc qui est de 30 €. Et le gars qui veut pêcher de nuit paye 130 € en plus de sa carte fédérale. D'autre part, maintenant, avec la mise en place des réciprocités et tout, où on essaye de mettre tout le monde sur le même axe, les nécessités d'argent d'une association à une autre ne sont pas les mêmes. Avec les nouvelles politiques, bientôt, les associations ne maîtriseront plus leurs droits statutaires. Et le gros problème, c'est que, vu l'augmentation qui est effectuée par les fédérations, la fédération nationale,
Pour éviter des trop grosses augmentations de cartes, les associations maintiennent leurs droits statutaires. Ça veut dire que la part qui remonte sur Paris ou la fédération départementale est plus importante, alors que celle des associations stagne. Alors que sur le terrain, on doit alviner, on doit gardienner, on doit entretenir les étangs. Nous avons une employée, nous avons des tracteurs qui tournent. Tout ça, c'est pas pris en compte par ces gens-là. C'est pour ça que quand on essaye de faire valoir nos droits, de dire attendez, il faut un peu penser à nous, on ne sent pas le retour. Et nos pêcheurs sont toujours en train de râler. Après, pour pouvoir faire tous les travaux, on réduit un peu les alvinages, on se met en porte-à-faux par rapport à nos pêcheurs. Donc on est une association de Moselle, une petite association vis-à-vis des autres. Donc on est en gros 180 membres adultes, 80 jeunes et on a une quarantaine en cartes découvertes. Donc on est ensemble avec une centaine de cartes journalières. On est 250 membres actifs. Donc on a un retour sur les cartes de 16 000 €. Et au niveau des subventions, on reçoit 3 000 € de la commune et 850 € de la fédération départementale. Sur ces 20 000 €, en arrondissant, on a 10 000 € qui sont réellement pour l'association, puisque 10 000 repartent à la fédération départementale. On a 6 000 € qui sont utilisés pour l'empoisonnement. On a 500 € qui nous servent à l'école de pêche de l'association. Donc elle est entièrement gratuite, c'est l'association qui paye les cartes des jeunes et tout l'ensemble du matériel. On paye 1 000 € de location de bots de pêche, on a en gros 800 € de frais de fonctionnement. C'est pas l'argent qui va faire le maintien du nombre de pêcheurs. Le nombre de pêcheurs se fait essentiellement par la qualité du milieu, donc si on a du poisson ou pas. On fera venir les pêcheurs parce qu'on a du poisson, parce qu'on a un cadre qui est correct, et non par le fait qu'on ait une carte plus chère ou moins chère. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Si l'association ne va pas chercher de l'argent ailleurs, par des lotos, par des manifestations, qu'on rentre de l'argent, on n'arrive pas à gérer une association. Dans les différents projets qu'on a eus à l'association, on n'a eu actuellement aucune aide. Au niveau support technique, au niveau support juridique, aucun. Et au niveau financier, on reçoit 850 € de la fédération, dont 50 € revenant de l'entente réciprocitaire. Donc pour mettre nos lots en réciprocité, on touche 50 € par an. Ça ne me dérange pas de payer les gens, mais je veux le support. Je veux que quand j'ai un problème de rénovation ou de réfection d'une frayère, je veux avoir les gens qui m'aident à le faire. Quand on a un problème juridique vis-à-vis d'une pollution, vis-à-vis d'un agriculteur qui est en train de prendre de l'eau dans un cours d'eau alors qu'il n'a pas le droit, on veut le soutien de la fédération. On ne veut pas être le seul en face. On veut que la fédération, elle puisse y aller. Et que ça soit elle qui fasse les démarches au niveau du tribunal, parce que ça a des coûts pour aller au tribunal. Nous, on n'a pas les moyens de le faire. J'ai été donc trésorier de la Fédération de pêche de Moselle pendant un certain temps et sans entrer dans les détails, j'ai démissionné de mon poste parce que ce qui se passait à la Fédération de pêche de Moselle ne me plaisait pas du tout. Ce qui se passait et ce qui se passe encore d'ailleurs. Dire que les fédérations ne font rien pour les associations, ce serait exagéré, bien sûr. Mais je pense que les fédérations ne font pas, et de loin, tout au moins celle de Moselle que je connais bien, ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire pour les associations. C'est une entité qui a la fâcheuse tendance de vivre un petit peu en vase clos. On a l'impression parfois qu'elle est un petit peu en dehors du monde de la pêche sur le terrain. Quand on regarde les comptes, et il s'agit des comptes tout à fait officiels, puisque j'ai devant moi le bilan financier qui a été présenté au cours de la dernière Assemblée générale de cette fédération. Donc on constate que les réserves financières de cette fédération dépasse allègrement les 500 000 €, c'est énorme, alors qu'il n'y a aucun projet. On a l'impression qu'on gère en gros les affaires courantes. Donc je trouve que ça n'est pas normal. Il y a une partie plus importante de cet argent qui devrait revenir aux associations. On constate qu'au cours du dernier exercice, donc l'exercice 2012, la fédération a un excédent financier qui dépasse 60 000 €. L'année précédente, c'était encore plus. Tout ça est thésaurisé, ce n'est pas le but d'une association ni d'une fédération.
Si on examinait de près les frais de déplacement du conseil d'administration, par exemple, on y constaterait un certain nombre d'anomalies. Quand un seul administrateur affirme, et c'est encore une fois, je prends le chiffre dans le compte-rendu de la dernière Assemblée générale, qu'il a fait 21 341 km pour la fédération en 2012, à raison de 50 centimes d'euros du kilomètre, ça veut donc dire que cette personne a empoché plus de 10 000 euros dans l'année. J'ai tendance à croire que c'est un petit peu exagéré. Il en va de même de l'indemnité que perçoit le président. Indemnité, contrairement à ce qui est affirmé, qui n'est pas représentatif de frais, puisque tous ces frais sont payés qu'il jouit d'un véhicule de fonction. Les fédérations de pêche sont déclarées d'utilité publique et par la même occasion, les fonctions d'administrateur sont gratuites. C'est d'ailleurs bien précisé dans l'article 20 des statuts de ces fédérations. Et l'article 20 des statuts en Moselle, on le foule allègrement aux pieds. Les pêcheurs n'ont absolument pas conscience de ces problèmes. Je pense que pour la majorité des pêcheurs, ce qu'ils connaissent, c'est leur association. On aimerait bien d'ailleurs qu'ils viennent plus nombreux aux assemblées générales de leur association et qu'ils s'impliquent davantage dans la vie de leur association. Alors là, les fédérations, tant départementales que nationales, bon, ils savent que ça existe, mais enfin, je pense que c'est quelque chose qui leur passe très largement au-dessus de la tête. Développer des ventes de cartes par Internet, développer les ententes réciprocitaires entre les associations, mais ne pas aider les associations, les petites associations, réellement dans leurs frais de fonctionnement, hein, qui sont essentiellement leurs baux de pêche, ça conduit forcément à la disparition des petites associations. Et c'est quelque chose qui est pas correct. Je pense qu'on est en train de favoriser, je ne dirais pas le pêcheur, mais le consommateur de pêche, plutôt que le pêcheur qui était impliqué dans son association et qui avait l'impression de faire partie d'une association. Si les pêcheurs ne viennent pas nous aider, eh ben, il faudra qu'ils s'attendent que des gens on sera obligé de faire payer des sociétés pour faire le nettoyage et que c'est eux qui payeront plus tard. Et que tant que des pêcheurs, tant que des bénévoles viennent pour s'occuper des enfants, qui viennent pour s'occuper du nettoyage et de l'entretien, eh ben, c'est de l'argent qui est économisé par les pêcheurs. S'ils veulent éviter d'avoir une carte qui soit très chère plus tard, ou alors d'avoir des lots, des endroits qui ne pourront plus pêcher, ben, il faudrait peut-être qu'ils sortent les mains des poches. Les responsables de la pêche, aujourd'hui, se fichent complètement des milieux. Les gens qui s'intéressent au milieu sont le milieu associatif de base, les associations de pêche et de pisciculture auxquelles les fédérations veulent couper le cou. C'est la réalité. Ils veulent les empêcher de continuer à faire un travail remarquable dans l'indifférence générale. Et ces gens-là sont vertueux, il faudrait leur donner le pouvoir. Et je connais plusieurs associations où on fait ce travail de base. Et ils ne sont pas aidés, ces gens-là. Parce que tout le fric passe dans... on va mettre des poissons dans la rivière le jour de l'ouverture, après on s'en fiche. Après on fera des réunions, on fera des gueuletons, on va salarier... des proches, on va vraiment gérer ça comme on le faisait sous la Troisième République quand il fallait faire profiter. C'est un milieu en voie de notabilisation. Bon, voilà. Et c'est pas ça qui peut sauver la pêche. Nous sommes sur les bords de la Drance. Deuxième cours d'eau plus important après le Rhône pour l'alimentation du lac Léman. L'association s'appelle la PALF, Association des pêcheurs amateurs du lac Léman français. Dans le lac Léman, nous avons pratiquement toutes les variétés de poissons des cours d'eau douce de France, excepté le sandre. Mais pour le reste, les poissons nobles, bien sûr, que sont l'omble chevalier, que sont le corégone, que sont la truite lacustre, bien sûr, la perche, la favorite des pêcheurs. Nous avons aussi un potentiel en carpe, en tanche, en ablette, en gardon, en retangle, en tout ce qui existe en poisson blanc. Et le brochet, qui est d'un poisson roi, bien sûr, avec des brochets records. Chaque année, les prix des pièces de plus de 20 kilos, ou même bien plus, dans notre lac. Notre population de pêcheurs a fortement augmenté. Nous sommes passés en quelques années de 2005 à 4002 adhérents.
Les explications, eh bien, c'est la politique de la fédération départementale que nous suivons à l'unanimité, c'est-à-dire favoriser l'étude scientifique et les travaux à effectuer lorsque cela est nécessaire, et surtout le repeuplement patrimonial. Tout cela a un coût, ne serait-ce qu'à côté, juste derrière nous, la passe à poissons. Hein. Là, je tiens à signaler que nous sommes, avec la Drance, sur l'association du bassin versant qui envoie toutes ses eaux dans le Léman, l'association du Chablais genevois qui fait un énorme travail. Et tous ces travaux sont faits en commun en général, en ayant très bonne entente. Le budget de l'association, il vient de la vente des cartes de pêche. Le budget de fonctionnement, on va dire, et d'investissement, et surtout de subventionnement de nos amicales. Parce que nous sommes une APPMA un peu particulière qui subventionnons nos amicales adhérentes chez nous pour le développement de la pêche, bien sûr, et la protection du milieu halieutique. Chaque année, ça représente en gros un budget de subvention de 30 000 €. Donc l'argent que versent les pêcheurs, il y a les quotas obligatoires reversés à la fédération, à l'union régionale, à la fédération nationale. Mais pour le reste, si je vous disais que notre budget de fonctionnement de bureau ne dépasse pas les 4 000 € par an sur une masse globale de 200 000, vous vous rendez compte que l'effort, c'est d'abord et avant tout la protection du milieu et le développement de la pêche. La pisciculture est très particulière. Elle s'appelle l'Apéra, c'est la pisciculture de Thonon. C'était une pisciculture domaniale que l'État a confiée maintenant à un conseil d'administration composé des pêcheurs professionnels, des 3 lacs alpins et des pêcheurs professionnels et amateurs du lac Léman français. Ce qui explique la forte croissance, mais sur toute la Haute-Savoie d'ailleurs, du nombre de pêcheurs, c'est la politique engagée depuis plus de 30 ans par notre fédération et les 5 APPMA qui la composent. L'étude du milieu, des enquêtes scientifiques, des suivis scientifiques et les travaux nécessaires à effectuer, eh bien avec l'argent des pêcheurs, une fois de plus. Pas de poissons, pas de pêcheurs, cela est normal. Cela explique sans doute d'ailleurs cette collusion de plusieurs départements dans des grandes ententes où vous pouvez aller pêcher partout. Pourquoi pas? C'est bien gentil, mais que chacun fasse les efforts dus à la pêche et à la protection du milieu dans son département, et les choses iraient sans doute beaucoup mieux. Pour nous, la réciprocité, c'est une aberration. D'abord, par le fait que si vous n'avez plus beaucoup de poissons, vous vous penchez vers d'autres départements, mais à ce moment-là, logiquement, vous vous détournez des problèmes de vos propres cours d'eau locaux. Ce qui est le serpent qui se mord la queue. Il faut vraiment axer sur la renaturation des milieux au niveau des bassins versants. C'est la seule manière de s'en sortir. Certains départements ont commencé à réfléchir, à faire des grands regroupements d'APPMA, et espérons que dans une dizaine d'années, ce sera effectué un petit peu partout et on verra qu'il n'y aura plus besoin d'aller chercher bien loin ce qu'on pourrait avoir chez soi si on effectuait les efforts nécessaires. Le prix de la carte a augmenté de 10 € pour les pêcheurs à la traîne et les pêcheurs du bord, en gros, mais cela a été expliqué par le biais de nos amicales aux pêcheurs. Ils savent le coût, ils connaissent les coûts, les efforts pour surtout le développement de la pêche réfléchie. Et depuis, on n'a pas augmenté pendant plusieurs années en prévenant qu'on allait peut-être être obligé d'augmenter. Et puis finalement, on a préféré attendre plusieurs années pour augmenter de 10 €. Et malgré ça, on peut dire que nous ne sommes pas chers parce que notre prix pour les pêcheurs du bord, par exemple, est de 80 € à l'année. On est parmi les moins chers de France pour le potentiel halieutique qui est sans doute le plus riche. La pêche à la traîne, c'est un peu différent. Nous sommes soumis à des obligations internationales et bon, c'est un peu plus cher. 110 € par an. Ce n'est pas un exploit à chaque sortie de pêche, je parle pour les plus nombreux, ceux qui pêchent du bord, de prendre ses 100 perches. Ce n'est pas un exploit. Si quelqu'un veut pêcher le gardon, 15 à 20 kilos de gardon dans la matinée ou dans la journée, ce n'est pas un exploit. Pour les ablettes, c'est la même chose. Les pêcheurs de carpes se régalent de carpes et de tanches. Les pêcheurs de brochets du bord, également, on a des garçons qui sont des spécialistes et des jeunes
qui prennent entre 80 et 100 brochets du bord par an. Ce n'est pas un exploit. Les tailles sont exceptionnelles par contre. Hein. Pour la pêche au lac, l'omble chevalier est un peu plus difficile. Nous sommes limités à 250 par an, mais nombre de pêcheurs font leurs 250 ombles. Pour les truites, c'est un peu plus dur, mais il y en a qui arrivent aussi. Et pour le corégone, alors là, qui s'est développé pour la ferra, comme on dit ici, prendre 10 corégones dans une journée, ce n'est pas un exploit non plus. La collaboration entre les professionnels et les amateurs est effectivement excellente. Nous participons en commun au financement de la pisciculture et pour le bien de tous. Il est évident que cela a un coût, mais personne n'a hésité puisque le lac Léman a eu des problèmes à une époque et aujourd'hui tout va mieux pour les professionnels et pour les amateurs. Alors cela représente une certaine masse financière, hein, les salaires, la pisciculture elle-même, mais il ne faut pas oublier que c'est un pan important de l'économie locale. Pour les professionnels, on chiffre un chiffre d'affaires en quelque sorte d'environ 4 millions d'euros. Le total général des prises sur le Léman dépasse les 1000 tonnes hein, par an en poisson d'eau douce. Il ne faut pas oublier aussi toutes les retombées sur l'économie locale par la vente aux restaurateurs. Hein. Par contre, les amateurs n'ont pas le droit de vendre leurs poissons. C'est normal, c'est réservé aux professionnels. On peut dire que dans la globalité, l'état du Léman est excellent et c'est dû à l'excellente collaboration entre les professionnels et les amateurs. Tu vas bien? Ah, mais tu frappes le président. Il me fait mal, c'est accident du travail. Je casse le président. Voilà. Dis-moi, ça a marché là, un peu les permis? Ça marche gentiment, ouais, ça commence ça. Ah bah là, dimanche, ça va faire le... Ça commence à redémarrer. Ça va faire le complet avec l'ouverture, là. Ouais, j'espère, ouais. J'espère qu'on a... Et on n'avait pas ces revendeurs. Vous savez, c'est un contact permanent. Vous voyez ici, c'est un magasin un petit peu particulier, mais on est en face du port d'Évian. C'est entre 800 et 1000 bateaux selon qu'ils soient pleins. Et on a beaucoup besoin, il a beaucoup de matériel dont on a besoin sur les bateaux. Et puis bon, c'est des jeunes, ils sont dynamiques. En plus, l'été, ils vendent des petites cannes, des petits bouchons, des petites lignes pour les gamins qui pêchent au bord. Les gens n'ont pas à aller courir à chercher le permis n'importe où, etc. Alors non, c'est très très utile. Et ces gens-là, ça nous permet quand même de vendre plus de 4000 permis dans l'année. Ils font vivre l'économie locale. Hein, non seulement ils vendent les permis, non seulement ils sont de bons contacts, non seulement ils sont de bons conseils. Alors ça change un peu du détaillant de pêche. Mais à côté de ça, lorsqu'il y a des grands lacs comme ça, avec beaucoup de bateaux navigants et pêchants, c'est par milliers les pêcheurs. Il y a 1500 bateaux qui pêchent en gros sur le lac. Du côté français, on a besoin de tout ça. Ça nous apporte une clientèle. Alors on a une double clientèle, hein, donc soit des gens qui vont pousser la porte pour venir acheter le permis de pêche, et puis si des fois ils peuvent toujours venir voir des vêtements, des choses comme ça. Hein, et puis on a aussi une grosse clientèle qui a aussi un bateau. Et puis ça nous permet de leur vendre des produits d'accastillage, de leur donner le catalogue, et puis après du fil, du cordage, des manilles, enfin bref, donc tout ce qui va sur un bateau, et voilà, ça nous amène une clientèle supplémentaire. C'est eux qui stockent l'argent, donc ils ont des responsabilités. De temps en temps, ils sont obligés de se déplacer pour récupérer des permis, etc. Dans les bureaux, vous êtes allé tout à l'heure à Thonon. Donc en fait, c'est un dédommagement. Ils touchent en gros... non, c'est pas en gros, c'est 1,60 € par permis. Voilà. Ils l'utilisent à la fin de l'année pour combler leurs frais. Hein. Voilà. On va se faire un petit gueuleton avec. Voilà, ils vont se faire un petit gueuleton. Voilà. Alors on dit que la pêche est démocratique, mais il faut bien avouer que ces gens qui ont des moyens, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des parcours respectueux et des très très beaux parcours encore en France. Ici en Normandie, on peut citer quand même la Charentonne, qui est une rivière privée, il y a la Rille. Là, nous sommes au bord de l'Orbiquet, qui est une rivière magnifique, qui est pratiquement privée partout. Nous sommes pas loin de la Touques, il y a aussi le Guiel en Haute-Normandie, qui est pas très loin non plus. Et tous ces parcours-là sont quasiment privés, et là, il y a quand même encore du poisson. On est à 150-180 km de Paris, donc il y a beaucoup de gens qui font facilement la route pour pêcher ces parcours privés. Et je ne vois pas d'autre solution actuellement. Tous les grands parcours, même que ce soit sur la Loue, du côté de Besançon et tout, les meilleurs parcours où on prend les truites, ce sont des parcours privés. Parce que c'est bien géré, c'est malheureux à dire, mais y a pas, tout est remis à l'eau, on ne garde pas 10 truites par jour, on ne balance pas des arcs-en-ciel, je ne sais quoi, régulièrement pour faire plaisir aux gens. Il n'y a pas d'autre solution. Bien que pêchant donc finalement chez nous, en tout cas en tant que titulaire de ces baux de pêche,
Nous achetons des cartes de pêche, des permis de pêche. On ne sait pas très bien où va cet argent, mais bon, nous tenons à être en règle. En revanche, chez nous, nous dépensons de l'argent pour gérer de façon patrimoniale les rivières. Nous entretenons les berges, nous faisons des lagages, nous vérifions que les vannages qui se trouvent ici et là sur les rivières fonctionnent correctement. Enfin voilà, on gère ça pour pêcher à la mouche. Ces rivières normandes sont de petits trésors. Et hélas, dans notre pays, la France, qui a un patrimoine halieutique extraordinaire, voilà, les choses ne sont pas faites correctement, à la différence de chez nos amis anglais ou autrichiens ou d'autres pays d'Europe encore, où évidemment ils ont fait tout ce qu'il fallait faire depuis plusieurs décades. Je suis le destinataire fréquent de gens qui me disent « Ah tiens, avec ça on a fait ça ». Et parfois, souvent même, ce sont des destinations de l'argent des pêcheurs qui sont surprenantes. Est-ce qu'on a besoin de faire un congrès de X jours pour décider de l'avenir de la pêche, surtout si à l'issue du congrès on a décidé de rien? Est-ce qu'on a besoin de faire financer telle ou telle dépense somptuaire sur l'argent des pêcheurs? Il ne s'agit pas de scandale d'État. Il s'agit d'une culture de la gabegie et de l'irresponsabilité financière qui me paraît, elle, beaucoup plus intéressante à dénoncer, à mettre en avant, parce que elle est un des signes de la mauvaise gestion de la pêche. Ça, c'est important. Si vous voulez, pour résumer mon propos, l'argent des pêcheurs, c'est plusieurs millions d'euros. Et quand je dis plusieurs millions, il faut peut-être parler à un moment en dizaines. Et c'est un secteur économique très important avec le matériel et tout ça. Ça mériterait un peu plus de vertu républicaine dans l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Nous venons de le voir, l'organisation de la pêche en France est complexe et la multiplication des structures n'en facilite pas la compréhension. Et votre argent dans tout cela, s'il est globalement bien utilisé et que les abus sont rares, on aimerait parfois plus de transparence et qu'il serve davantage au projet de conservation des milieux.